Moi aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement donc de l'archéologie funéraire et je vous ai mis quelques phrases à l'écran que j'entends assez souvent et c'est légitime. Par exemple, je ne vois pas l'intérêt de fouiller tous ces squelettes humains. Laissons les morts reposer en paix. Fouiller, c'est profaner une tombe. C'est des questions qui se posent et qu'il est hors de question d'évacuer, du moins dans le cadre de la conférence que je fais aujourd'hui. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, quoi qu'il arrive, c'est que la fouille est un acte destructeur. L'archéologue lui-même va détruire les vestiges. D'où l'importance de bien les enregistrer et de bien les comprendre. Cet acte est destructeur, certes, mais pas autant que l'aménagement du territoire. Je vous ai mis une image à côté d'un aménagement autoroutier, et vous voyez qu'on a des casiers extrêmement profonds, puisque là on descend jusqu'à, vu l'échelle, on doit être à peu près à 30 mètres de profondeur sous la surface. Donc tout ce qui est à cet endroit-là, s'il n'y a pas eu de suivi archéologique avant, est détruit. Donc là, l'intérêt, c'est de sauvegarder les informations archéologiques pour reconstituer l'histoire des sociétés humaines. Et donc, finalement, il y a une espèce de tandem réussi à trouver un juste milieu entre aménagement du territoire et archéologie. S'agissant des ossements humains, la découverte d'ossements humains en archéologie va générer un certain nombre de questionnements. Pourquoi est-ce qu'on trouve des ossements humains à un endroit donné? Dans certains lieux, ça pourra ne pas trop paraître anormal, quand on trouve des ossements humains autour d'une église, qui était par exemple un lieu d'inhumation depuis très longtemps. En revanche, quand on les trouve en plein champ, sur des zones qui sont a priori pas occupées, ça peut commencer à poser un certain nombre de questions. On va aussi se demander comment ces ossements humains ont été déposés par les sociétés qui les ont déposés à un endroit donné. Est-ce qu'on les a déposés avec un certain soin, ou au contraire, est-ce qu'on les a jetés en les considérant par exemple comme des rejets? Est-ce que c'est des ossements qu'on a achetés, ou est-ce que c'est des cadavres? Et puis qui sont ces gens qu'on a inhumés? C'est finalement toutes les questions qu'ont se poser l'archéologue. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Quelle est la part d'enfants? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? On va essayer de brosser finalement un éventail de champs assez large. Je vous ai mis à l'écran des situations assez différentes. Donc vous avez un exemple d'inhumation dans la salle du chapitre, ici à Montluçon. Vous voyez, on a un squelette au premier plan avec une réduction de corps au pied du squelette. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour déposer le squelette qui se trouve au premier plan, on a réduit, repoussé dans un coin une inhumation qui était plus ancienne. Ça date du Moyen-Âge. Vous avez au milieu de l'écran, ce sont des squelettes gaulois, donc beaucoup plus anciens, qui ont été déposés dans un silo à grains. Donc évidemment, le silo n'était plus utilisé comme silo à grains, mais là, ça pose du coup la question de pourquoi est-ce qu'on a déposé au départ des cadavres à cet endroit-là. Et puis vous avez un dernier exemple à Pontoise, sur la place du Grand Martroi. Donc là, on est autour de la cathédrale Saint-Vaclou, avec un certain nombre de sépultures. Autour de la cathédrale, on avait un cimetière qui a fonctionné entre le XIIe et le XVIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sépulture? Une sépulture, ça j'ai appris une définition qui vient du dictionnaire de la préhistoire. Pour qu'on puisse parler de sépulture, pour faire simple, il faut à la fois qu'on ait un lieu, c'est-à-dire que la communauté inhumante a décidé d'inhumer un squelette, un cadavre, à un endroit donné, et qu'on ait une intention, la volonté d'inhumer. Donc c'est finalement les deux conditions qui doivent être réunies, et c'est finalement le travail de l'archéologue, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps à chercher si ces deux conditions sont réunies pour pouvoir parler de sépulture. Donc finalement, il y a, pour pouvoir caractériser cette sépulture, un certain nombre de critères à essayer de reconstituer, retrouver. La présence d'une structure, la présence d'un certain soin apporté au défunt, une répétitivité des gestes, c'est-à-dire que dans un ensemble, on va avoir une centaine
de squelettes, eh bien on va essayer de voir si d'une tombe à l'autre, les pratiques sont toujours les mêmes. Et la présence de mobilier d'accompagnement. On va parler de mobilier funéraire. Alors certains vont laisser des traces, des vases, des objets en silex pour les périodes les plus anciennes, des objets en métal ou en verre pour les périodes plus récentes, d'autres pas du tout. Tout ce qui est périssable, donc des paniers en osier, des choses comme ça, ne vont pas laisser de traces. En tout cas, il faut qu'on arrive à mettre en évidence des gestes qui impliquent un investissement et une intention positive. La discipline dont je suis spécialiste est trouvée dans la littérature sous plein d'appellations. Je vous ai mis l'ensemble des appellations qu'on peut trouver. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette discipline, elle consiste à étudier des sépultures en archéologie. Cette discipline fait appel à deux grands thèmes. L'archéologie d'un côté, qui est l'étude des sociétés à travers les vestiges matériels, et l'anthropologie biologique de l'autre côté, qui est l'étude physique de l'homme. On a finalement, historiquement, pour arriver à cette discipline, eu deux grandes orientations. La première était centrée sur des recherches autour des antiquités et objets d'art. Et la deuxième orientation, c'était tournée vers la question des fossiles humains et de leur évolution. Donc on a finalement deux optiques. Une qui consiste à fouiller des tombes dans notre histoire, dans le passé des recherches, pour trouver des beaux objets, si je fais simple. Et une autre qui consiste à mieux comprendre d'où on vient. Alors on a quelques jalons chronologiques, historiques. En 1646, un chercheur qui s'appelle John Greaves va relever la pyramide de Khéops. C'est un des plus vieux relevés qu'on a d'une tombe dans le monde. Il est très schématique, mais il donne déjà quelques indications de localisation d'une zone de deux tombes. Au XIXe siècle, on est dans vraiment une forme de course au trésor. Donc on va commencer à investir un certain nombre de sites un peu emblématiques sur la planète. L'objectif de découvrir des objets qui sont valorisés socialement. Donc on a ce masque funéraire mycénien, pour en donner un exemple, qui est en feuille d'or. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le Val d'Oise, par exemple? Eh bien, on va s'intéresser particulièrement aux vestiges qui sont très repérables dans le paysage. Alors là, j'ai mis un exemple d'allée couverte, donc une sépulture néolithique qui date des alentours de moins 3000 avant Jésus-Christ, pour donner un ordre de grandeur. Et c'est des gisements qui, au moment de l'aménagement des villes à la fin du 19e, sont souvent repérés par des anomalies dans le paysage, parce qu'il y a des grosses pierres, et que ces grosses pierres, on les réutilise pour l'aménagement urbain, pour la construction de murs dans les maisons, par exemple. Et à cette occasion, eh bien, on va entreprendre des fouilles. On va sortir des ossements humains, mais ça, globalement, ça suscite moins d'intérêt que les vestiges mobiliers qui se trouvent associés aux ossements humains. Donc vous avez, par exemple, derrière moi, des vases, des objets en silex, des objets en os. À cette même époque, on a aussi les châteaux sur motte médiévaux, qui sont, par exemple, explorés. Alors on pourrait se dire, oui, on a fait pas mal de dégâts, donc c'est vrai, mais en même temps, ces vestiges, ils ont été mis au service de constructions chronologiques. Par exemple, quand on sortait des centaines de vases en France sur plusieurs gisements, eh bien, on a pu faire des reconstructions chronologiques globales qui ont permis de savoir que le néolithique ancien se trouvait vers 5000 avant Jésus-Christ, là où les allées couvertes n'apparaissaient que vers 3000 avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est le résultat d'une observation d'évolution stylistique et fonctionnelle des vases, par exemple, si on parle de la préhistoire. Dans le même temps, de façon assez simpliste, ce sont essentiellement les crânes qui étaient récupérés sur ces sites-là. Et ces crânes, ils ont servi toute une série d'analyses pour travailler sur l'évolution et sur l'ancienneté de l'espèce humaine. On cherche encore aujourd'hui à travers le monde les plus anciennes traces d'occupation humaine. Donc on va courir dans certains endroits du monde après les plus anciennes traces d'hommes, d'hominidés. Toujours est-il qu'il
tout un travail, en particulier lié aux chercheurs du Musée de l'Homme, a permis de comprendre d'où venait l'espèce humaine. Alors, ce travail il a consisté en la réalisation d'un certain nombre de mesures pour les périodes préhistoriques à visée évolutionniste, et pour les périodes historiques, l'objectif était légèrement différent. Il s'agissait de mieux comprendre les déplacements de population. Donc, au travers de ces mesures, on faisait des liens sur des mobilités à travers la planète. Ce qu'on fait aujourd'hui d'une autre façon, avec la génétique, qui a complètement révolutionné cette façon de travailler. Le véritable tournant dans la discipline va s'opérer aux alentours des années 60, donc après-guerre, sous l'impulsion d'un chercheur qui s'appelle André Leroy-Gourhan, qui est un préhistorien, et qui ne s'intéressait paradoxalement pas du tout aux pratiques funéraires, qui était plutôt spécialiste de tout ce qui était en silex et qui fouillait un site emblématique qui s'appelle Pincevent. Mais il se trouve que sur ce site de Pincevent, il a été amené à fouiller une sépulture, et puis il a un certain nombre d'élèves qui se sont passionnés pour la question, et petit à petit, de fil en aiguille, il s'est retrouvé à fouiller un hypogée donc, dans la Marne, en Champagne, qui s'appelle l'hypogée des Mours Noirs. C'est des caveaux qui ont servi à l'inhumation de plusieurs centaines d'individus. Ce qu'il faut surtout retenir à cette époque-là, c'est que finalement, c'est là qu'on va assister à une véritable révolution méthodologique avec une fouille qui est axée sur la dimension spatiale des vestiges. Donc on va coter les vestiges en 3 dimensions dans l'espace, X, Y, Z. On va avoir une étude qui est véritablement centrée sur la compréhension des gestes et non plus uniquement sur les matériaux. On s'émancipe un peu du mobilier, de l'architecture, et on va vraiment chercher à comprendre pourquoi on a inhumé et comment on a inhumé des individus dans un caveau. Donc on a véritablement une étude globale où chaque matériau va retrouver sa place, avec l'ossement humain qui est placé au cœur de la réflexion. Alors en 2022, on pourrait se poser à peu près la même question. Pourquoi fouiller une sépulture où on en est de toutes ces avancées méthodologiques? On a la sépulture qui est notre matériau d'étude, alors quelle qu'elle soit, que ce soit une tombe individuelle ou des tombes collectives, comme on a pu voir. Collective, ça veut dire qu'il y a plusieurs individus à l'intérieur. Et donc, la sépulture, d'abord, d'un côté, c'est un contexte et c'est une histoire. Une histoire qui nous raconte le comportement d'une population par rapport à ses défunts. Et puis de l'autre côté, on a des matériaux. On a des matériaux, donc une architecture sépulcrale, on a donc qui va nous conduire à travailler sur les techniques de construction. On a des squelettes, des ossements, qui vont nous conduire à travailler sur la population vivante, et on a du mobilier, qui vont nous conduire à travailler sur les industries. Finalement, les sépultures vont nous permettre d'accéder à la structuration sociale d'une société. L'essence de tout ce travail-là, c'est de mieux comprendre comment fonctionnait une société au travers du comportement qu'elle avait vis-à-vis de ses morts. La mort, d'un point de vue universel, c'est un cadavre en plus et un membre du groupe en moins. Donc il y a un problème matériel qui se pose: traiter ce cadavre. De quelque manière que ce soit, par le feu, en l'inhumant, en s'en débarrassant parce que c'est un cadavre qu'on ne veut pas voir dans un groupe humain. Et donc on a un double problème qui lui n'est pas matériel, qui va être d'une part reconstituer le tissu social et d'autre part gérer le traumatisme des proches. Je vous ai mis à l'écran un exemple de funérailles indonésiennes, parce que dans nos sociétés très contemporaines, on a tendance à voir la mort comme quelque chose de tabou, de difficile. C'est pas le cas partout à travers la planète. J'ai un exemple ethnologique que j'aime bien prendre, comme ça, qui m'avait été raconté par une collègue qui travaille en Sibérie, et qui s'est retrouvée à assister à une cérémonie funéraire avec finalement
tous les filtres qui sont les nôtres. Et il se trouve que dans cette population sibérienne, la mort n'était pas du tout vécue comme... Enfin, en tout cas, la cérémonie des funérailles n'était pas du tout vécue comme quelque chose de triste, bien au contraire. Et elle se célébrait à un moment donné au travers d'un pot pris en commun avec le défunt qui était donc, dans son cercueil juste à côté. Et puis, les discussions vont bon train, et puis à un moment donné, l'alcool faisant son travail, elle s'assoit sur le cercueil. Et donc tout de suite, elle n'est pas très à l'aise, et là, l'assemblée autour d'elle explose de rire, parce que pour eux, ça ne posait pas de problème, c'était complètement intégré. Donc ça, je trouve que ça en dit long sur notre rapport à la mort, et y compris même dans notre pratique d'archéologue, c'est-à-dire qu'il faut être très vigilant sur la manière dont on peut appliquer nos propres filtres sur les analyses qu'on va faire. Donc la mort, de façon très crue, c'est ça aussi, hein. C'est un cadavre en putréfaction, et c'est la perte d'un membre dans la société. Donc en regard de ça, on a deux choses qu'on va essayer de comprendre. C'est les pratiques funéraires, donc un discours potentiellement extrêmement codifié, et un système funéraire. C'est-à-dire qu'on a des choses qui se passent dans une temporalité donnée, dans un lieu donné, et avec un certain nombre de gestes donnés. Alors si on résume ça sous forme de schéma, donc effectivement, dans des temps funéraires, en des lieux funéraires, et c'est mis en œuvre au travers de gestes funéraires. Le temps funéraire, c'est celui de la prise de conscience de la mort d'un membre du groupe jusqu'à la dernière commémoration qui va être réalisée en son honneur. Le lieu funéraire, c'est là où vont se dérouler les funérailles. Le lieu de traitement du corps, mais aussi le lieu de conservation des restes, et enfin le lieu de mémoire. Alors le lieu de mémoire, ça peut être un cénotaphe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de restes à l'intérieur, par exemple. Donc nous, il va falloir qu'on décrypte tout ça. Et puis les gestes funéraires, ce sont ces gestes qui sont effectués pour les vivants, autour du mort, et qui sont adressés aux autres vivants. Du coup, aux morts, individuellement, aux morts et à la mort. Alors vous me direz, c'est bien tout ça, mais comment vous faites pratiquement? La fouille d'un défunt en archéologie, elle commence toujours à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'on va dégrossir de façon générale la position du squelette afin de pouvoir mieux l'aborder par la fouille. Et en général, la fouille commence soit par le crâne, soit par les membres inférieurs. Si on commence par le bas, on remonte vers le haut sans jamais revenir en arrière, et inversement, de façon à ne pas salir le travail qu'on vient d'effectuer. Ça, de toute façon, c'est une méthode de base en archéologie. Par ailleurs, on va dégager les ossements jusqu'au niveau sur lequel ils reposent, en ayant tout le temps en tête que la stratigraphie, les informations verticales, peuvent toujours être importantes. Donc, il va falloir éventuellement laisser certains ossements en équilibre instable, mais pas trop. C'est là que ça peut se poser une certaine difficulté, c'est-à-dire que si c'est trop dégagé, l'os va tomber, on va perdre de l'information. Donc, tout ça est le résultat d'une fouille rigoureuse et lente. Et puis, une fois la fouille terminée, on va documenter ce qu'on appelle les fosses sépulcrales. Vous avez à l'écran 3 fosses qui contenaient des squelettes humains et qui ont été fouillés. Et donc, quand ce travail-là est terminé, ces fosses, on va leur faire un enregistrement. Donc, on va les photographier de façon générale. Ensuite, on va réaliser un relevé pour avoir le profil du fond de la fosse qui va servir des éléments d'interprétation. C'est comme ça qu'on va éventuellement pouvoir savoir si à un moment donné il y a eu des cercueils, des coffrages, des choses comme ça. Là, on est dans le département, on est à Cormeilles-en-Parisis, dans une zone d'aménagement concerté qui a été aménagée entre 2010 et 2016, la ZAC des Bois-Rochefort. Et puis, une fois la fouille terminée,
j'aurais tendance à dire que le travail ne fait que commencer, c'est-à-dire qu'on va procéder à l'enregistrement de tous ces vestiges. Donc j'ai parlé des relevés des fosses, mais s'agissant des ossements à proprement parler, on va avoir des fiches de terrain, qui sont ce qu'on appelle des fiches archéo-anthropologiques, des relevés, des photographies. On va procéder à un démontage, j'y reviendrai tout à l'heure. On va prendre des cotes de profondeur, donc pour savoir si les ossements sont au même niveau, s'il y a eu des mouvements dans l'espace, qui peuvent nous mettre sur la piste, par exemple, de la disparition d'un plancher, des choses comme ça. Et toutes ces données vont ensuite servir à alimenter une base de données quand on travaillera en laboratoire. Alors, un petit commentaire pour illustrer les illustrations que vous avez à l'écran. On est sur la fouille du Ménil-Aubry, dans une carrière qui appartient à la société Veolia, qui fait de l'enfouissement de déchets pour l'ensemble de l'Île-de-France. Et du coup, préalablement à l'ouverture de chacun de ces casiers, on fait des surveillances archéologiques. Et donc là, on a l'exemple d'une fosse gauloise à l'intérieur de laquelle se trouvait un squelette humain. Donc le travail d'enregistrement photographique, il a deux aspects. Enfin, il y a deux méthodes. On procède à ce qu'on appelle un enregistrement oblique. Vous voyez un archéologue qui est en train de réaliser une photographie avec un pied photo et elle n'est pas au-dessus des vestiges, elle est légèrement décentrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des photos obliques, ce qui permet de prendre un certain nombre de détails pour voir si les ossements sont toujours en place, si ils sont déplacés par rapport à leur position d'origine, ce que nous on appelle déconnectés. Et puis par ailleurs, on réalise des photographies verticales, donc cette fois-ci vraiment au-dessus des ossements. Donc ça, c'est une tombe gauloise avec, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur la gauche, à côté du squelette, on a une épée qui est en place sur la tombe. Donc là, on fait cet enregistrement au-dessus de la tombe, de façon ensuite à pouvoir redessiner les ossements. Et ça, ce travail-là va guider le travail d'interprétation derrière. On utilise aussi aujourd'hui beaucoup les nouvelles technologies qui ont pas mal inondé et révolutionné nos façons de faire. Donc on réalise des couvertures en 3 dimensions, on utilise des drones, on utilise ce qu'on appelle la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'on va réaliser une couverture photographique sur une sépulture par exemple. Donc on va multiplier le nombre de clichés qui va nous permettre d'obtenir un modèle en 3 dimensions, qui va permettre ensuite de réaliser par exemple, comme vous avez en bas à droite de l'écran, une carte de chaleur, ce qui permet de visualiser directement les différences de profondeur. Et donc de raisonner sur ce qui a pu disparaître ou pas. L'étape qui suit la photographie, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de très progressif. On fouille, on photographie, donc là on juge qu'après cette étape-là... Alors, autrefois on faisait du dessin, aujourd'hui on fait... Comme on a la 3 dimensions, c'est une étape qu'on abandonne de plus en plus. Donc une fois que toutes les informations sont prises, on va pouvoir passer au prélèvement des vestiges. Et donc c'est ce qu'on appelle le démontage. Nous sommes ici dans l'est du département, sur la commune de Villeron. Et donc on a une collègue qui est en train de réaliser le démontage d'une sépulture romaine. Et donc, vous voyez, cette étape du démontage, elle est très documentée. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui interviennent soient formés à l'étude de l'os. Et donc on a des fiches anthropologiques dans lesquelles on va consigner un maximum d'informations qui sont relatives non seulement au substrat, au sédiment dans lequel les ossements ont évolué, mais également tous les éléments d'architecture qu'on peut repérer. Alors la présence de clous résiduels ou tout ce qui pourrait nous mettre sur la voie éventuelle d'un cercueil qui serait conservé ou choses de ce genre. Et puis ensuite, on va élaborer ce qu'on appelle une fiche de conservation, tout simplement pour savoir ce qui est présent et ce qui ne l'est pas. Vous avez un petit croquis à côté qui représente un squelette. Et donc on va griser les parties qui sont présentes. Ce démontage, il sera complet, non pas quand tous les ossements sont prélevés, mais quand on a réalisé un certain nombre de prélèvements complémentaires. Alors, ça peut être prélevé du mobilier selon les conditions de conservation requises. Je vous ai montré une épée tout à l'heure. Il est évident qu'une épée en métal ne va pas nécessiter les mêmes précautions que le prélèvement d'un vase en céramique. Donc
là, on va faire intervenir des spécialistes qui vont nous épauler dans ces domaines-là, puisqu'on n'a pas tous les mêmes compétences. Moi, ma spécialité, c'est les restes humains, et donc j'ai besoin d'autres spécialistes pour réaliser les prélèvements adaptés. On va procéder à des prélèvements spécifiques, par exemple en motte, pour la fouille en laboratoire. Donc ça peut être pour mieux comprendre certains aspects dans un sol, ça peut être pour mieux comprendre la présence de contenants périssables disparus. Par exemple, si un individu a été déposé avec la tête placée sur un coussin, qu'est-ce qui va se passer? Si on essaye de réfléchir, le coussin va se décomposer. Si ce coussin il contenait par exemple des éléments à base de pollen, ces pollens ils vont se diffuser dans le sédiment. Donc ces sédiments, il faut qu'on puisse les récupérer, en réaliser des lames minces qui sont étudiées en laboratoire, pour pouvoir derrière dire il y avait potentiellement à tel endroit un objet qui se trouvait sous la tête et qui était composé de on va aussi pouvoir réaliser des prélèvements pour des analyses entomologiques. Alors ça, c'est tout ce qui est insectes. C'est emprunt globalement cette technique à la médecine légale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un corps va se décomposer en pleine terre ou pas, on a toute une série de ce qu'on appelle les escadrons de la mort, toute une série d'insectes qui vont passer sur le squelette humain, qui permettent de savoir où on en est au niveau du décès. Alors, en archéologie, souvent, on est très loin, donc c'est les arachnides, les derniers qu'on retrouve, mais la présence de pupes de mouches, par exemple, peut nous mettre sur la voie d'un corps qui a évolué pendant longtemps dans l'humidité, même s'il est ancien. Et oui, et la micromorphologie, je vous ai mis à l'écran un exemple sur une fouille récente qu'on a réalisée sur la commune de Vauréal, sur une allée couverte, et en fait, il y a un endroit où on se posait la question de la présence d'un plancher, parce que le sédiment n'avait pas la même couleur. Et donc on a réalisé un prélèvement à cet endroit-là pour mieux comprendre comment était constitué cet éventuel plancher, pour aller voir si on a des traces résiduelles de bois qui confirmeraient d'abord la présence de ce plancher, et si c'est bien le cas, de quel type de bois s'agit-il, parce que tout ça va nous permettre de raisonner derrière sur des questions de structure, d'architecture funéraire. Est-ce que c'était un bois de taille robuste qui garantit une forme d'étanchéité, etc. Le temps du terrain étant terminé, commence la deuxième phase, qui est la phase d'étude, avec un préalable qui est toujours le même. On commence par laver les vestiges, ou en tout cas leur appliquer mesures de conservation préventive, parce que certains ne résistent pas au lavage. Le métal, par exemple, ne se lave pas. On a une problématique sur les métaux qui est bien particulière, c'est qu'il faut les débarrasser de leur humidité résiduelle pour éviter que la corrosion se poursuive et qu'il ne reste que des miettes à l'arrivée, et sans garantie que la corrosion ne reprenne pas des années plus tard. Donc ça, c'est un type de mobilier qui est très compliqué à gérer pour nous. Le verre aussi peut poser un certain nombre de problèmes. Et puis ensuite, donc, ces différents vestiges vont être conditionnés. Donc une fois la collection mise en état, peut véritablement commencer le travail en laboratoire. Donc on va avoir d'un côté la thématique études biologiques et de l'autre côté la thématique études funéraires. L'étude biologique va consister dans un premier temps à travailler sur la composition de la population. On va chercher à savoir, si on travaille sur un ensemble où il y a plusieurs squelettes, combien on avait de morts au départ. Sachant que de toute façon, avec l'érosion, on n'a sûrement pas l'effectif initial, mais on essaye de s'en rapprocher le plus possible. On va travailler aussi sur la structure par âge et par sexe d'une population donnée. Donc là, on va utiliser différentes méthodes d'estimation. Alors pour le sexe, c'est basé sur le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on va regarder les bassins. Pour l'âge, on n'est pas très bon sur les adultes, on va surtout travailler sur les tout petits, parce qu'on va s'intéresser à l'état de la sphère buccale. Donc on va regarder les dents, et comme les dents de lait sont remplacées par des dents permanentes, on va regarder le stade d'évolution des dents pour donner un âge qui est assez précis, qui peut être pour les plus jeunes à 6 mois près. On va aussi regarder tout ce qui est caractère discret pour travailler sur les filiations entre individus
individus, l'organisation par exemple au sein d'un cimetière. Alors, les caractères discrets, ce sont des caractères qui sont partagés par plusieurs individus au sein d'un même groupe. Pour donner un exemple, si on prend l'humérus, sur l'humérus, on a à la base de l'humérus parfois un petit tronc qui s'appelle la fosse olécrânienne, et ben ça c'est un caractère discret qui peut être partagé par plusieurs individus d'un même groupe. Alors, ici dans la salle, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont une perforation olécrânienne. On va travailler sur l'état sanitaire, l'état de santé, la pathologie, donc on va travailler notamment sur tout ce qui est pathologie dégénérative, la part d'arthrose, de dégénérescence, et les pathologies traumatiques. Et puis il y a tout un champ là que j'ai pas mis, mais que je pourrais rajouter, qui est lié à la génétique. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait pour une meilleure connaissance des filiations entre individus, justement, qui est un prolongement un petit peu du travail sur les caractères discrets. Parallèlement à ça, il y a les études funéraires, donc tout ce qui va être taphonomie et gestes funéraires. Donc on va chercher à reconstituer à partir de la position des ossements l'architecture initiale dans laquelle se trouvait le défunt. Donc tout ce travail-là va conduire derrière à des études sur la mortalité, à des questions, la notion de recrutement et de répartition, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des données sur le sexe et l'âge, on va pouvoir essayer de regarder dans un espace donné si les enfants sont dans le même secteur, si on a séparé les hommes et les femmes, réfléchir éventuellement quand on a des associations de mobilier, si ça peut être lié à certains corps de métier par exemple. Et puis petit à petit on va sortir de l'échelle du site pour aller vers des comparaisons chronologiques ou régionales en comparant les sites les uns avec les autres. Ces études font aussi, je le disais en parlant des prélèvements, appel à la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que sorti du champ de l'anthropologie, c'est tout l'intérêt, c'est de confronter les différents mobiliers exhumés à d'autres spécialistes, et donc on va pouvoir, quand on a des ossements animaux par exemple, faire appel à un archéozoologue qui va travailler sur la raison pour laquelle tel individu était associé à un animal. On va pouvoir faire appel à un céramologue qui lui va nous aider à dater les sépultures bien souvent, c'est-à-dire que quand on n'a qu'un vase, c'est à peu près le seul élément de datation pour travailler sur ces sujets-là. Le mobilier métallique, alors lui aussi, des épées, notamment à l'âge du fer, sont des objets dont les modes évoluent très vite. C'est-à-dire qu'entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le début et la fin, les types d'épées ne sont pas les mêmes. Donc ça va nous permettre ça va nous permettre de dater des ensembles. L'anthracologie, donc c'est une spécialité qui consiste à travailler sur les bois, donc à partir de charbon notamment, fossilisé. Et donc on va pouvoir avoir une idée des matériaux qui étaient employés dans certaines architectures, de travailler sur des restitutions paysagères aussi, puisque potentiellement ces matériaux, s'ils se sont retrouvés à un endroit donné, c'est qu'autour, on avait des espèces localement, puis donc tout ce qui va être palynologie, entomologie et anthracologie. Voilà, donc toutes ces études-là, en fait, elles sont donc mises au service de la compréhension des gestes des communautés à l'égard des morts. Donc je vous ai mis 2 restitutions pour vous montrer qu'en fait, quand on vous montre ces restitutions-là, c'est tout le travail qui est en arrière qui a permis d'arriver à ce type de restitution. Donc si on prenait celle de droite, par exemple, la présence d'une épée, si on prend la photo que j'ai montrée tout à l'heure, elle est bien placée à droite du corps, comme on l'a vu sur le terrain. Le bouclier, il n'est pas inventé, par contre, il reste un tout petit morceau de ce bouclier en métal, qu'on appelle limbo, qui est la partie centrale, et il y a des sites sur lesquels c'était beaucoup mieux conservé, donc on a pu, par comparaison, restituer l'ensemble de ces documents-là. La présence d'un cercueil autour du cadavre, là, elle est liée au fait qu'on avait des effets de parois, donc les ossements étaient alignés les uns par rapport aux autres, donc montrait bien la présence négative d'une paroi. Donc tous ces éléments-là, en fait, nous permettent petit à petit d'arriver jusqu'aux restitutions finales que vous avez à l'écran. Voilà, je vous remercie.